Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de Paris Tour édition 2024 qui était beaucoup plus fraîche au niveau des conditions climatiques et beaucoup plus humide que l'édition 2023 qui était plus poussiéreuse. On va revenir un petit peu ce qui s'est passé avec le résumé de la course et puis les coureurs au top, les bonnets d'âne comme d'habitude. Sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur celle-ci. Plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube, et je remercie les gens qui font l'effort de m'aider de ce point de vue-là. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire également un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Paris Tour 2024, eh bien, c'était une édition pluvieuse. On le savait, je vous en avais parlé ce matin, lors de la présentation de la course, que les conditions climatiques allaient se dégrader au fur et à mesure de la journée, ce qui s'est à peu près passé, c'est-à-dire que on a eu 120, 130 premiers kilomètres pas trop humides, et puis après on a eu vraiment des rideaux de pluie juste avant les secteurs gravel, ces chemins de vigne, notamment sur le premier chemin de vigne à la Meuret, et puis après derrière les conditions sont restées difficiles avec de toute manière un terrain qui est détrempé. Par chez moi il pleut depuis plus de 2 semaines, donc il y a eu certes hier où il faisait beau, et encore, hier, il a fait beau, mais il a plu dans la soirée. Et il y a eu vendredi. Donc, il y a eu 2 jours de sec pour 15 jours, 3 semaines de pluie. Donc, forcément, les conditions climatiques allaient être compliquées. Les conditions de secteur pavé allaient être compliquées. Par contre, je m'attendais à ce que la course se décante beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à avoir quand même un aussi gros peloton derrière les deux premiers. Je m'attendais vraiment à une course qui se décante de très très loin. Et ce qui a provoqué des petites surprises ensuite pour certains coureurs, mais on en reparlera. Paris Tour 2024, eh bien on partait de Chartres, comme les années précédentes, 214 km au programme. L'échappée qui a mis un petit temps à se former, elle s'est formée au kilomètre, à 2 km 12 ou 13, à 201 km de l'arrivée. À l'intérieur, on retrouve Enzo Boulet, on retrouve Cériel Desal du côté de la Bingol, Retegui du côté de la Kern Pharma. Alors, dans un premier temps, c'était annoncé le 8 août, ça a été annoncé le 8 août pendant très longtemps, alors que c'était Edoardo Affini qui était dans cette échappée de 4. Premier moment important de la course à 170 km de l'arrivée avec la chute d'Arnaud Delis. L'écart max entre l'échappée et le peloton sera environ de 5 minutes 30. Il n'y aura jamais eu beaucoup plus que 5 minutes 30. Et on a un accident, une chute à 108 km de l'arrivée dans l'échappée. Affini et Desal. Affini va réussir à revenir sur l'échappée, ce qui ne sera pas le cas de Desal, qui sera repris par le peloton. Nouvelle chute à 99 km de l'arrivée avec Ethan Vermeulen. À ce moment-là, le groupe de tête n'a plus que 2 minutes d'avance sur le peloton. Écart qui va chuter à 1 minute 30 à 85 km de l'arrivée, mais ça va remonter avant les premiers secteurs. Le secteur de Lanneret qui était à 67 km de l'arrivée. Et donc, on va avoir même un écart qui va remonter à 2 minutes 20 à 70 km de l'arrivée. Mais à ce moment-là, la Lidl décide d'accélérer assez fortement, ce qui donne l'attaque de Mats Pedersen à 69 km de l'arrivée. Dans un premier temps suivi par Ackermann, mais Ackermann va le laisser partir. Ce qui permettra ensuite d'avoir un écart de 1 minute 30. Ackermann distancé par Pedersen. Alors, distancé. Moi, j'ai l'impression qu'Ackermann s'est relevé du côté Enfin, voilà. Moi, j'ai eu cette impression-là qu'il s'est relevé. Ce qui, je pense, n'était peut-être pas forcément l'idée du siècle du côté d'Ackermann. On y reviendra un petit peu plus tard
dans la vidéo. À ce moment-là, l'échappée de 4 coureurs n'a plus que 3 coureurs depuis la chute de Desal, n'a plus qu'1 minute 30 d'avance. Pedersen qui va revenir à 30 secondes de l'échappée à 60 km de l'arrivée. À ce moment-là, le peloton est à 1 minute. Quelques crevaisons, des chute de Scottson, crevaison de Morgado. Il y aura pas mal de crevaisons pour Morgado dans la journée. Et à 56 km de l'arrivée, Pedersen qui rejoint ce premier groupe au même moment. C'est Milan Fretin qui crève comme auto Verga 2. Chute à 54 km de l'arrivée de Paul Penouet avec Gachignard et De Pestel dans un rond-point. À ce moment-là, l'échappée à 40 secondes d'avance sur la tête de course. Échappée qui va se retrouver à n'avoir plus que 25 secondes d'avance. Et au même moment, Boulet et Retegui sont lâchés. À 41 km de l'arrivée, c'est Oliver Nezen qui crève, puis Craig Anderson à 36 km de l'arrivée. Avant l'attaque, la bonne attaque de Christophe Laporte, on est dans la côte de la vallée du Vaud. Il part avec Mathias Vachek. Les deux hommes vont s'allier et ils vont revenir dans le groupe numéro 1. À 28 km de l'arrivée, Affini va être lâché, puis à 22 km 600, Pedersen. Dans le même temps, vous avez Madouas qui tente d'accélérer, mais qui n'arrive pas à faire la différence. À 10 km de l'arrivée, l'écart est toujours de 30 secondes, mais ils n'arriveront jamais à revenir sur les deux hommes de tête qui se départagent donc sur l'avenue de Gramont. À peu près 1 km 300, 1 km 400 de l'arrivée, Christophe Laporte décide de ne plus passer de relais à Vachek. Et Vachek va certes ralentir le rythme, ce qui n'est pas forcément la bonne stratégie dans ce genre de cas, parce que vous vous retrouvez à faire un sprint départ arrêté, et dans ce cas-là, les sprinteurs sont favorisés par rapport aux coureurs un petit peu plus puissants, ce qui va permettre à Christophe Laporte, qui pourtant déclenche son sprint d'assez loin, de remporter cette édition 2024 de Paris Tour. On a fait le résumé, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, bien entendu le français et le vainqueur du jour, Christophe Laporte de la Visma Leasebike. On a été un petit peu surpris, on va pas se mentir, ce matin de voir Affini dans l'échappée. Parce qu'on s'attendait plutôt peut-être à voir Van Dijk dans l'échappée que Eduardo Affini. Et qui finit plutôt fort, qui finit bien sur cette fin de saison. Donc ça, je me disais plutôt qu'on allait peut-être plutôt envoyer en éclaireur d'autres coureurs que Eduardo Affini. Donc ça voulait dire peut-être qu'on avait une idée derrière la tête du côté de la Visma Leasebike. Et puis après, Laporte, il était très bien aujourd'hui. Il était très très bien. Déjà dans les premiers secteurs, il est caché, on le voit peu, mais moi j'avais un petit regard sur lui, parce qu'à un moment j'avais été perturbé au niveau des casques entre un coureur de la Q36.5 et lui, et je me disais, oh putain, quand je l'ai vu, à l'allure, je me suis dit, ouh, lui il est bien. Après, ça suffisait pas, parce que je me disais, bon, peut-être que ça va se regarder s'il n'y a plus d'équipier, mais je me disais, lui il est bien quand même, Laporte, il m'a l'air plutôt pas mal physiquement, j'ai l'impression dans une bonne journée, je me disais, ah bah tiens, je me suis raté ce matin dans mes pronostics, parce que je misais plus sur Affini que sur lui, parce que je me souvenais de certaines courses où il n'avait pas été exceptionnel sous la pluie. Et puis, vraiment, il attaque au bon moment. Il attaque au bon moment parce que l'écart est des 25 secondes à ce moment-là. L'écart, c'est presque là où le peloton a eu l'écart le plus réduit par rapport à la tête de la course, mais il comprend bien, encore une fois, que comme la course est dure, eh bien, on a du mal à avoir des équipiers qui arrivent à être performants, et surtout, les coureurs de la Lidl Trek bloquent bien les relais derrière les coureurs de la Lotto, derrière les coureurs d'Israël, derrière les coureurs de Uno X. Et ce qui fait qu'on voit bien que soit il faut qu'une équipe arrive à faire le jump, ou qu'un coureur arrive à faire le jump avec le peloton derrière lui, un équipier, soit il va falloir attaquer. Et Laporte se sert d'une des difficultés, qui est peut-être la plus longue du parcours, cette côte de la vallée du Vaud, et il va réussir à sortir avec Vachek, et surtout à faire un petit écart. Et l'avantage, c'est qu'il part avec Vachek, ce qui fait que Pedersen, à un moment, s'est dit, bon, bah, faut peut-être que je les attende. Ça
peut-être été plus compliqué, vous aurez peut-être mis plus de temps à revenir sur Pedersen si il n'y avait pas eu Vacek, si ça avait été un autre coureur à ce moment-là. Et puis après, bon, il a été suffisamment intelligent pour rester avec Vacek parce qu'il savait qu'il y avait les 10 derniers kilomètres sont quand même terribles parce que vous avez cette petite bosse, le sommet à 10 km de l'arrivée, la descente est très courte. Et ensuite, on est le long de la Loire, sur des routes qui sont très larges. C'est les routes qu'on retrouve également sur la route Tourangelle, parce qu'on rentre par tour du même côté. C'est des routes qui sont extrêmement larges, où vous êtes toujours visible, et où un peloton a le temps de s'organiser. Donc, il savait qu'il fallait qu'il reste avec Vacek. S'il ne reste pas avec Vacek, derrière, vous avez peut-être la Lidl Trek qui commence à s'activer, ou ça remonte aux oreillettes des autres coureurs et ça commence un petit peu à s'activer derrière du côté du peloton. Parce qu'un homme seul dans ce genre de conditions, même avec 25 secondes d'avance, même s'il est très fort, c'est compliqué. Et puis après, il a joué avec Vacek, parce que Vacek n'est pas un coureur qui a beaucoup d'expérience. Et voilà, il a joué avec le fait que Vacek n'avait pas beaucoup d'expérience. Il lance son sprint un peu loin. Quand j'ai vu 350 mètres, il lance son sprint, je me suis dit, si Vacek il arrive à revenir dans l'aspiration, il va peut-être réussir à le déborder, mais non, il avait un sprint plus en vivacité que Laporte, mais je me suis dit, c'est peut-être le mauvais choix de la journée, le sprint à 350 mètres. Moi, je pense qu'il aurait mieux fallu lancer un petit peu plus tard, même si on s'appelle Christophe Laporte et qu'il est capable de faire des sprints longs. J'aurais lancé un petit peu plus tard quand même, du côté du coureur français. Et donc, cette victoire, première victoire de l'année pour Christophe Laporte, puisqu'il n'a pas gagné avec ce maillot de champion d'Europe. Presque la malédiction du champion, du côté de Christophe Laporte. Certains ont connu ça, je pense à Balade, notamment avec le maillot de champion du monde, ça n'avait pas été évident. C'est vrai qu'il a eu une année compliquée, Christophe Laporte. J'ai envie de dire comme la Visma, beaucoup de chutes du côté de cette formation. Lui, il a eu en plus un pépin, une maladie en tout début d'année. Donc forcément, ça l'a ralenti dans sa préparation. Ça lui a pas permis de faire le Tour des Flandres. Paris-Roubaix, il n'était pas au top de sa condition physique. Derrière, il tombe sur le Giro, où il devait avoir un rôle important d'équipier. Bon, il se rattrape un peu sur le Tour de France, mais tu sens qu'il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas aussi fort peut-être que les années précédentes. Il y a la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, où il court très bien ce jour-là, avec Madouas qui avait anticipé. Et puis derrière, la fin de saison, il a eu un rôle d'équipier. Pas toujours des courses qui lui correspondaient aussi. Mais il termine très bien avec cette victoire sur Paris-Tours et ça va lui faire, je pense, le plus grand bien. Encore une fois, je dis toujours, finir sur une bonne note, c'est toujours bien pour un coureur. Et là, je pense que pour Christophe Laporte, c'était vraiment quelque chose de très important pour lui. Moi, je me pose quand même la question, est-ce que l'attaque de Affini a été préméditée? Est-ce que l'échappée d'Affini était préméditée? Ou est-ce que c'est lui qui s'est un petit peu enflammé? Mais au final, ça a aidé, je pense, Christophe Laporte, parce que ça a aidé la Visma Leasebike à se cacher. On les a pas vus. On a vu qu'en fait que Christophe Laporte est Affini dans cette équipe. On a vu quasiment pas Van Dijk. On n'a pas vu les autres équipiers. Et c'est peut-être le fait de pouvoir se cacher qui a beaucoup été Laporte lorsqu'il a fait son accélération à 30 km de l'arrivée. Et puis, pour une fois, c'est vrai qu'il n'a pas subi de crevaison, de problème mécanique, ce qui est souvent le cas de Christophe Laporte, que ce soit sur les courses pavées ou également sur Paris-Tours, où il avait enchaîné les problèmes lors des dernières éditions. C'est une course où il ne faut pas avoir de problème. C'est des courses où ça ressemble à une classique flandrienne, Paris-Tours. Et c'est vrai que c'est une course où il ne faut pas avoir de problème mécanique. Il faut éviter d'avoir les problèmes mécaniques. Et là, du côté de Christophe Laporte, ça s'est très bien passé pour lui. Et puis l'avantage aussi, c'est que les spécialistes du gravel, pour certains, je pense notamment à Mathieu Van Der Poel, étaient du côté des championnats du monde. Je dis Mathieu Van Der Poel parce qu'il est devenu champion du monde et il a dominé la course, de ce que j'ai entendu. Et c'est vrai que ça a éliminé quand même certains coureurs. Alors ça, je trouve que c'est une erreur de la part de l'UCI. Paris-Tours, on sait que c'est la même date quasiment chaque année. Maintenant, en plus, il y a une semaine d'écart avec le Tour de Lombardie. Cette année, les deux courses n'étaient pas ensemble. Et je trouve ça une erreur parce que ça enchaîne en fait 3 week-ends de championnat du monde. On a enchaîné le premier week-end avec les chronos, le deuxième week-end avec les 2 courses élites,
Et là, on réenchaîne un nouveau week-end de championnat du monde et je trouve qu'il est un peu noyé dans les autres résultats. Je ne sais pas s'il n'aurait pas fallu le mettre un petit peu plus tôt, peut-être pourquoi pas pendant la semaine des championnats d'Europe, ça aurait pu avoir un intérêt. Le mettre à une autre période aurait peut-être été plus intelligent, je trouve, de la part de l'UCI, parce que là, il est un petit peu noyé. Je ne suis pas sûr qu'on parle beaucoup de Van Der Poel, alors qu'on essaye de développer le gravel. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur de la part de l'organisation de l'UCI. Je poursuis avec Alexis Renard. Belle 5e place d'Alexis Renard. Belle 5e place d'une Cofidis qui a été très présente, je trouve, dans cette course. Du côté de l'équipe nordiste, avec cette 5e place d'Alexis Renard, ça fait quand même 85 points UCI. Alexis Renard qui est un bon coureur, hein, c'est vrai que c'est un coureur qui est souvent équipier de Brian Cocard, des sprinters, hein, c'est vrai qu'il a souvent un rôle dans le train des sprinters de la Cofidis, mais je trouve que quand on lui laisse les clés du camion, ça arrive quelques fois dans l'année, eh bien je trouve qu'il a souvent des résultats. Il faudrait peut-être lui donner ce genre de tâches un peu plus souvent dans la saison, parce que je trouve qu'il arrive souvent à faire des... par exemple, il est 2e à Cholet cette année. Il a été également 11e à Binche, par exemple, en toute fin de saison. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un coureur à qui il faut confier, je pense, beaucoup plus de tâches importantes. On sait que c'était déjà le cas chez Israël, hein, quand on lui donnait des rôles importants chez Israël, il arrivait souvent à bien s'en sortir. Bien, c'est également le cas chez Cofidis, sauf que ça n'arrive pas assez souvent. Et je trouve que d'une équipe Cofidis qui cette année n'a pas fait une grande saison, hein, on va pas se mentir, eh bien on a quand même réussi à marquer 98 points UCI sur une épreuve. Comme celle-là, c'est pas mal, avec 4 coureurs dans les 40 premiers du classement. Et pourtant, Milan Fretin a enchaîné les pépins mécaniques. Mais par contre, Milan Fretin, très fort. C'est dommage, parce qu'il a eu pas mal de problèmes mécaniques, Milan Fretin, mais c'est un coureur qui a été très fort. J'avais assez peu de doutes là-dessus. C'est quand même un mec qui vient de la Flanders baloise. Normalement, les courses comme ça de flandrienne, il maîtrise. Mais il a été très très bon, Milan Fretin. Le problème, c'est qu'il a enchaîné les pépins mécaniques, les soucis techniques pendant toute la course. Mais Nolan Maudo 26 et Medorent 23, c'est plutôt pas mal pour une équipe qui, à part Pete Algard, qui est au final le coureur qui a peut-être le moins bien réussi, venait pas forcément avec des grandes ambitions. On partait avec Algard, Robit, Izaguirre. Il n'y avait que Fretin et on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Eh bien, je trouve que les résultats sont pas mal. Ça change un petit peu de cette saison 2024 qui a été extrêmement morose. Hein. On rappelle Cofidis en 2024, seulement 5 victoires sur l'année, 2 épreuves World Tour au moins sur la saison. Et puis, aucun top 10 sur les grands tours, par exemple. Et même sur les grosses épreuves, il y a eu la 9e place de Yannis Aguirre sur le Tour du Pays Basque, mais ça n'a pas été exceptionnel cette saison pour la formation française. Ça a même été très compliqué avec seulement 7301 points marqués sur l'année 2024 jusqu'à maintenant. Là, il reste encore des courses de fin de saison, hein, parce que eux, ils seront présents sur les classiques italiennes, que ce soit Tour de Lombardie, Grande Piemonte, Trois Vallées Varesine, Coppa Bernocchi, Coppa Agostini. Ils seront présents également sur les Great Tour of Guangxi. C'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Et puis le Giro del Veneto Classique, et ils termineront l'année à la Utsumayama Japan Cup Road Race au Japon. Dernière course presque de la saison, hein, parce qu'après celle-là, si on regarde le calendrier, il restera plus grand chose, voilà, sur la saison. Hein. Là, on arrive vraiment sur la toute dernière partie d'année, avec les toutes dernières courses. Voilà. Donc, il faut bien l'avoir en tête. Du côté des coureurs cyclistes, on est vraiment sur la fin de saison. On poursuit après la Cofidis, Alexis Renard qui a été performant avec Matthias Vachek. Alors autant du côté de Pedersen,
Je pense que le coureur danois s'est un petit peu emballé. Alors je me suis même demandé, vous pouvez donner votre réponse dans les commentaires, est-ce que c'était pas une stratégie de la Lidl Trek d'envoyer Pedersen devant? Mais je me dis si c'était une stratégie, c'était peut-être pas la stratégie la mieux pensée. Parce que c'est vrai que ça roule fort avant son attaque, hein. On reprend quasiment 1 minute en 3 km. Donc ça roulait extrêmement fort. Mais je me dis quand même, du côté de Pedersen, c'était osé. Mais en même temps, si tu regardes bien, le fait qu'il y ait Pedersen à l'avant, ça a aidé Vachek. Donc est-ce que c'était pas une bonne stratégie à la fin? C'est compliqué à dire parce que Pedersen il perd beaucoup d'énergie dans les 10 km où il est tout seul. Il perd beaucoup d'énergie là-dedans, hein, Pedersen. C'est sûr que s'il avait été accompagné d'un autre coureur, ça aurait peut-être aidé. Mais après, derrière, avoir un coup d'avance, ça a peut-être aidé. Mais je pense que là où il paye ses efforts sur la fin de course, Pedersen, c'est sur ces 10 km où il est tout seul, où il va reprendre 1 minute, certes, mais il est tout seul, en plein vent, dans des situations où le vent n'était pas forcément favorable. Avec 2-3 coureurs, ça aurait peut-être aidé. Et quand tu vois, par exemple, la course à Kerman, je me dis, bon, bah, du côté de Pedersen, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Même si parfois il s'emballe et que... Alors certains, j'ai vu déjà dans les commentaires, depuis hier, bien entendu, je m'attendais... Enfin, moi j'ai pas vu la course, encore une fois, hier, le Tour d'Émilie, avec la domination de Pogačar. Mais bon, bien entendu, on a la ritournelle comme d'habitude du dopage, avec la domination de Pogačar. Bon, j'ai adoré même le tweet de Théo Barbet-Duquil. Le mec est journaliste de base, hein. Faire des insinuations comme ça sans preuve, je trouve ça assez formidable. Mais bon, je pense qu'il ferait plus... Si tu te bases vraiment que sur un ressenti et sur des choses comme ça, fais pas journaliste, fais autre chose comme métier, mon coco. Il a fait un tweet hier, j'ai trouvé ça formidable. Non, même si les journalistes s'y mettent à faire des réflexions... Enfin voilà, sans preuve, parce que le message qu'il a fait, en plus c'est le message, c'est où tu n'assumes pas trop. Il l'a fait, il dit pas Pogačar dopé, non, il fait avec des insinuations, des entourloupes. Mais à la fin, on comprend bien que son message, c'est pour lui, Pogačar est dopé. Mais bon. Et j'ai vu des messages aujourd'hui en disant oh bah là c'était du vrai cyclisme, le fait que Pedersen n'arrive pas à tenir pendant plus de 40 km, ça veut dire que lui il est humain contrairement à l'autre. Enfin, c'est juste parce qu'un mec domine que vous pensez qu'il y a du dopage? Alors c'est vrai que dans les années 2000, il y a eu des périodes où il n'y avait pas un mec qui dominait, c'est vrai qu'ils n'étaient pas dopés. Non, sans déconner. Si vous croyez vraiment, enfin si votre problème avec le dopage, c'est que vous croyez que s'il y a un mec, il n'y a que les bons qui se dopent, bah, les mecs, retournez à vos études. Hein. Faut faire autre chose. Là, faut regarder, faut s'informer sur l'histoire du cyclisme. Hein. Parce que, on le sait très bien, Bonamour, par exemple, il était au-dessus du lot, Bonamour. Ouais, s'est fait prendre par la patrouille quand même. Hein. Donc Pedersen, c'est pas parce qu'il n'a pas réussi à tenir plus de 40 km qu'il n'est pas dopé. Si c'est vraiment pour vous ça qui est de la preuve pour dire il n'est pas dopé, ah, putain les mecs, c'est compliqué quand même. Hein. Ce qui gêne surtout avec Pogačar, c'est pas qu'il soit dopé en fait. Parce qu'il y a une époque, très clairement on n'aurait pas ce débat là s'il y avait les 40 premiers qui étaient dopés et qui arrivaient à se bagarrer entre eux. Ce qui gêne les gens aujourd'hui, c'est qu'il y a un mec qui domine. Parce que dans le sport, on n'aime pas quand un mec domine. Ben, c'était pareil, c'est pareil dans d'autres disciplines. On retrouve une raison pour ne pas l'apprécier. Bon, là, c'est le dopage. Du côté de la Formule 1, des fois, on considère que c'est une équipe qui triche. Je me rappelle quand c'était Mercedes, ou quand c'était Red Bull qui dominait, ou quand c'était Ferrari qui dominait, où on disait « Ah bah Schumacher, c'est pas le meilleur pilote du monde, c'est surtout parce qu'il a la meilleure voiture. La voiture fait 90% du boulot. » C'est pareil avec Rossi, par exemple... où on considérait que c'était une horreur quand il dominait. Ou Lyon en Ligue 1, par exemple, le PSG aujourd'hui, où il y a à chaque fois des débats de merde. Le problème, c'est surtout qu'en fait, qu'il domine Pogačar. Ce qui gêne les gens, c'est pas forcément le dopage, on va pas se mentir. Ce qui gêne surtout avec Pogačar, c'est qu'il domine et qu'il est au-dessus du lot.
Parce que là, aujourd'hui, les gens pensent sur cette course-là qu'il n'y en avait aucun qui était dopé. Bah bon. Alors, les mecs, c'est que quand ils dominent qu'ils sont dopés. Quand ils dominent pas, ils sont pas dopés. Belle réflexion extrêmement limitée. C'est vrai qu'on n'a pas eu des coureurs dans les années 2000 qui étaient juste des équipiers et qui étaient chargés comme des mules. Il y avait un coureur de la Cofidis comme ça qui s'est fait choper sur un Tour de France. Italien qui avait obligé la Cofidis à être hors course. Le mec il était genre 140e du Tour de France. Hein, mais bon, voilou. Bon, du côté de Vacek. Très bon, Vacek. Très bon, non, très bon. Bah, il est sur la forme des championnats du monde. Il joue mal sur la dernière ligne droite, mais ça reste un jeune coureur. Un jeune coureur, ça fait des erreurs. Bon, bah voilà, il n'a pas suffisamment joué avec Laporte. Il fallait peut-être tenter un petit peu plus tôt. Mais bon, je peux comprendre à son âge qu'une deuxième place à Paris-Tours, ça peut être considéré comme pas mal. Je le considère. Non, j'aime pas trop les mecs qui courent pour la deuxième place, vous le savez, avec Nils Pollitt. Ce qui m'énerve. Mais là, on peut le comprendre que dans son petit palmarès, une deuxième place, ça peut être intéressant pour lui. Mais je trouve qu'il n'a pas assez joué avec Christophe Laporte. C'est l'erreur qu'il a commise. Il aurait peut-être dû jouer un petit peu plus tôt, même avec Christophe Laporte. Peut-être jouer à 3-4 km de l'arrivée. Après, peut-être qu'il a eu aussi l'information dans l'oreillette qu'on n'a plus que toi à l'avant de la course, parce que Pedersen a été lâché du peloton. Peut-être que si Pedersen était toujours dans le peloton à 4 km de l'arrivée, il aurait peut-être beaucoup plus joué avec Laporte. C'est vrai que ça a peut-être aussi changé la donne. Et Lidl Trek s'est dit, bon, bah, on n'est pas venu pour rien. C'est la seule course dans le coin. On va peut-être quand même essayer de faire un résultat. Mais sinon, bah, c'est un coureur qui est très bon, Vacek. On sait que ça fait partie des très bons coureurs de cette génération. Vacek, peut-être pas le plus connu, mais on sait que chez Lidl Trek, ça fait partie des très bons coureurs. Voilà, il faut qu'il progresse encore en tactique, mais c'est normal, il est jeune. Mais je trouve que réussir à tenir la cadence, 213 km quand même aujourd'hui, hein. On n'est certes pas sur une classique comme avant où il y avait 250 km sur Paris-Tours, mais ça reste quand même 5 heures de vélo. Réussir à être encore là dans les 10-15 derniers kilomètres à résister à la porte, surtout qu'il roulait quand même à un bon tempo, hein, dans les 10 derniers kilomètres, les deux, c'est quand même pas mal, hein, de la part de Matthias Vacek. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, eh bien, on commence avec la Groupama FDJ. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Je trouve que c'était très désordonné du côté de la Groupama FDJ. On a eu Lewis Husky qui a fait beaucoup d'efforts, qui a même failli partir dans un petit groupe à un moment, puis il s'est ravisé, il a attendu. Kevin Genietz a beaucoup roulé. Madouas a tenté d'attaquer, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment une cohérence en termes de stratégie. C'est-à-dire que chacun faisait son petit truc dans son coin. Par exemple, Lewis Husky, je me suis dit, au départ, il roule ou il attaque. Il roule ou il attaque. Et puis après, il attend. On se demande ce qu'il fait. Non, si tu vas vraiment. À ce moment-là de la course, il fallait pas attendre. Donc je ne sais pas si c'est dans l'oreillette, on lui a dit, non, n'y va pas. Normalement, tu es là pour aider Madouas. Sauf que sur une course comme ça, Madouas, où sur les premiers secteurs, le placement était quand même important. C'est quand même un coureur qui n'aime pas frotter, Madouas. Donc sur des routes qui sont rarement très grandes, sur la dernière partie de course de Paris-Tours, c'est quand même un peu problématique pour un coureur comme lui. Surtout sur une course qui est peut-être qui a un parcours qui est moins exigeant qu'un Tour des Flandres. Bon, même s'il pleuvait, le parcours est moins exigeant qu'un Tour des Flandres. Déjà parce qu'il y a 60 bornes de moins. Et puis deuxièmement parce que les côtes sont beaucoup plus courtes et elles sont rarement sur des chemins de terre. Donc ouais, je sais pas quelle était l'idée. Mais ça n'a pas marché du tout du côté de la Groupama FDJ. Et je trouve qu'on a fait je dirais pas du n'importe quoi, mais c'était pas efficace, quoi. Pourtant, on a roulé derrière encore une fois les coureurs. Peut-être qu'il y avait une autre idée derrière la tête. C'est vrai qu'ils perdent Le Gac assez tôt sur crevaison. Peut-être qu'on avait une idée avec Le Gac à un moment. Paul Penouet sur chute aussi.
J'ai même eu peur à un moment parce que je le voyais tenir au niveau de son genou, de sa jambe. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il s'est pas refait un truc avec sa jambe parce que sinon sa fin de saison ressemblerait beaucoup au tout début de saison pour Paul Penouette, qui a quand même eu une année qui était pas simple et qui l'a un peu freiné dans sa progression aux jeunes coureurs français. Mais du côté de la Groupama, ouais, je sais pas trop quelle était l'idée. Je me suis creusé la tête à un moment, là après la vidéo, parce que je l'ai pas enregistré tout de suite, je me suis dit, ouais, est-ce que c'était Lewis Haskell le leader? Mais dans ce cas-là, il fallait qu'il y aille, il fallait pas qu'il attende. Est-ce que c'était Madouas le leader? C'était quand même couillu, parce que Madouas, pour qu'il fasse la différence, c'est pas le mec qui a le plus gros punch. Donc dans ce cas-là, Madouas, il aurait dû anticiper comme Pedersen. En gros, il aurait dû anticiper Madouas. Donc ouais, je sais pas trop quelle était la stratégie, mais ça n'a pas été efficace. Ça n'a pas été efficace du tout. C'est dommage, parce que je pense que Groupama avait une belle équipe au départ, que c'est une équipe qui s'est souvent bien comportée sur Paris Tour, et qu'à la fin, le meilleur coureur de l'équipe, Groupama, eh bien, c'est Kevin Genietz qui est 22e. Non, Lewis Haskell est 2e, et 12e. Pardon, Lewis Haskell est 12e. Mais il y a eu peut-être mieux à faire, voilà, du côté de cette formation. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un peu décevant. Je trouve qu'on en a fait beaucoup. On a fait beaucoup d'efforts, mais un peu à contre-temps. On n'était pas dans le bon timing, ça marchait pas comme on le souhaitait. J'ai l'impression du côté de la structure française. Donc, voilà, un petit peu dommageable. Mais c'est vrai que le fait de perdre Penouette, qui a abandonné quand même, alors il faudra voir s'il n'y a quand même pas des conséquences à sa chute, le fait de perdre Le Gac aussi assez tôt, ça n'a peut-être pas aidé la formation française. Mais ouais, un petit peu déçu, voilà, du côté de l'équipe française au niveau du résultat. Tiens, Groupama, là aussi, hein, on part sur les mêmes courses que Cofidis du côté de la fin de saison. Paris Tour, Coppa Goscinny, Tour de Lombardie. Normalement, ils sont en Chine aussi, hein, parce que c'est une World Tour, ou ils sont pas en Chine? Ils sont peut-être pas en Chine, c'est ça, qu'est-ce que ça fait pas partie des World Tours qui peuvent squeezer Groupama? Donc ils n'auraient pas fait le déplacement. Je ne sais pas, mais il leur reste au moins le Tour de Lombardie en cette fin d'année. Donc ils courent un peu moins que Cofidis, mais ils ont moins besoin de points aussi que Cofidis. Peut-être qu'on va se concentrer sur l'année prochaine, désormais, du côté de la Groupama FDJ. Voilà, tout simplement. Avec aussi la belle nouvelle du week-end, c'est Brieux-Roland qui a remporté le petit Tour de Lombardie. Je ne sais pas si vous avez vu hier dans les infos, mais voilà, il s'est imposé face à Federico Savino. Voilà, ça a été assez chaud, assez serré entre les deux, et Glivard qui finit 3e. Voilà, et sur cette épreuve U23, cette épreuve espoir. On poursuit avec Arnaud Delis. Ouais, là aussi. En fait, Arnaud Delis, c'est fou parce qu'il fait 7e. Et à un moment, je me suis dit, putain, si le peloton arrive à revenir sur les hommes de tête, il est presque capable de faire le jackpot de la journée. Parce que pendant toute la course, il n'était pas top, Delis. Hein. Il n'avait pas des très bonnes jambes, Arnaud Delis. Il n'était pas fantastique. On sait que c'est un coureur qui aime bien les chemins empierrés. Pour moi, il est peut-être meilleur même dans ce secteur-là que sur les pavés. Je me souviens encore une fois du Trobron-Léon cette année où il est impressionnant malgré 2 crevaisons, malgré des problèmes mécaniques. Il arrive à faire la différence et à chaque fois dans les secteurs empierrés. Alors ça, vous allez me dire, c'est le Trobron-Léon, c'est qu'une épreuve de Coupe de France, mais il arrivait à reprendre 30, 40 secondes d'un coup. C'était assez phénoménal de la part du coureur belge. Et donc c'est pour ça que j'avais mis parmi mes favoris aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est la chute d'entrée, parce que c'est vrai qu'il tombe après une quarantaine de kilomètres qui a eu des conséquences sur la suite de sa course. Est-ce que c'est tout simplement qu'il finit la saison un petit peu sur les rotules, Arnaud Delis?
que j'ai l'impression les résultats sur cette fin de saison d'Arnaud Delis sont un peu moins bons que l'année dernière. Mais quoi qu'il a remporté Binche, en passant. Mais ouais, je sais pas. Il a eu du mal. Il a eu du mal sur cette course. Il a jamais été dans le bon timing. Il a toujours eu un temps de retard. J'ai envie de dire qu'Aleš Parkerson, Musterland Giro, il fait que 12e aussi. Hein. Parce que si on regarde ses 5 dernières courses, 21 la Bremer Classic, Québec il était fort, il fait 13e. Abandon à Montréal, 27e du Grand Prix de Wallonie, vainqueur à Binche, 12e à Sparkassen Musterland Giro, 7e ici à Paris Tour. Mais ouais, il a eu beaucoup de mal je trouve, sur cette course. Il y avait toujours un temps de retard, il n'était jamais dans le bon timing, il y avait toujours un problème, j'ai l'impression, du côté d'Arnaud. Alors son frère, lui qui a décidé de prendre sa retraite, hein, son frère aîné, Axel Delis, qui lui va prendre sa retraite. On l'a peut-être déjà prise, hein, parce que sa dernière course c'était le Grand Prix d'Isberg du côté du coureur belge, mais qui a été pendant 2 ans dans l'équipe de développement sans avoir forcément de grands résultats. Donc il a décidé d'arrêter le cyclisme professionnel. Lui qui est arrivé assez tardivement quand même dans cette équipe de développement de la Lotto Destiny. Mais du côté d'Arnaud Delis, ouais, il n'avait pas les bonnes jambes aujourd'hui. Le coureur belge, voilà, ça se passait pas aussi bien que d'habitude. D'une année qui a été quand même, il faut bien le dire, un petit peu plus compliquée que d'habitude pour Arnaud Delis. 7 victoires, c'est moins qu'en 2023, c'est moins qu'en 2022, malgré le fait qu'il ait pourtant 12 jours de course de plus que 2023. Donc normalement, ça aurait dû permettre d'avoir un petit peu plus de résultats. Il a également... Alors il a autant de top 3 par contre qu'en 2023, mais il a moins de top 10, 5 de moins qu'en 2023. Donc ça a été un petit peu plus compliqué. Voilà, là, il n'y a pas eu une évolution à laquelle on pouvait s'attendre du côté d'Arnaud Delis. Mais là, c'est vrai que sur cette épreuve-là, je l'ai trouvé ouais, pas dans le timing. Alors, il fait 7e, ce qui n'est pas un résultat catastrophique, hein, mais c'est vrai que c'était pas fantastique là, du côté d'Arnaud Delis. Matteo Trentin, 11e, sans avoir lui aussi véritablement pesé sur la course, Matteo Trentin. Après, j'ai envie de dire, de la part du coureur italien, qu'aujourd'hui, je trouve que là où il est le meilleur, c'est plutôt dans un rôle d'équipier. Je trouve qu'en tant que leader, il a un peu du mal aujourd'hui. C'est un coureur aussi qui est vieillissant, hein. Trentin, il doit avoir 36 ans, 35, 36. Trentin, j'irai dans ces eaux-là. Ouais, 35. Il vient d'avoir 35. Matteo Trentin, je trouve que en tant que leader, il a maintenant un petit peu du mal parce qu'il a plus forcément ses qualités de sprinter qu'il pouvait avoir, notamment chez Quick-Step, où il avait vraiment ces capacités-là qui étaient vraiment... enfin voilà, où il était vraiment très fort dans ce domaine-là. Et ouais, il a un peu moins bien maintenant. Il est un peu moins fort, tout simplement, Matteo Trentin. On le voit au niveau des résultats. C'est vrai que depuis 2019, chez Mitchelton Scott, où il est quasiment dans le top 10 mondial. 2020, ça a été compliqué. Bon, il était chez CCC, qui était une équipe qui était en train de s'arrêter, de faire un peu faillite. Ensuite, il a rejoint la UAE, mais là encore dans un rôle d'équipier, où je trouve qu'il est bon dans ce rôle d'équipier, avant de rejoindre la Tudor pour 3 saisons cette année. Autant voilà, par exemple, sur le Paris-Nice, pardon, je l'ai trouvé très bon. Voilà, dans ce rôle-là, de travailler dans un train, je trouve qu'il est très bon. Dans ce rôle de capitaine de route, autant en pur leader, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Sur Paris-Nice, par exemple, l'étape de Sisteron, c'était... voilà, je m'attendais à ce qu'il fasse un meilleur sprint que ça, parce qu'il avait fait un gros travail à Montargis en tant qu'équipier. Alors malgré tout, je vois qu'en juillet... il a été bon sur le Tour de Wallonie qu'il a remporté. Bon, je n'ai pas suivi cette course qui était qui était quasiment pendant les Jeux Olympiques, pendant le tout début des épreuves olympiques. Il a fini 8e du Tour du Danemark. Voilà, il est 13e du René 8 Tours. Mais c'est encore une fois des courses que j'ai assez peu suivies.
Mais voilà, je trouve qu'il est meilleur maintenant en tant qu'équipier qu'en tant que leader. Après, bon, il n'y avait pas grand monde hein, du côté de la Tudor au départ. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément mis peut-être la meilleure équipe. Hein. On était avec Klukers, Weiss, Merhofer, Charin, Camp, Sierra. C'est vrai que c'était le meilleur coureur, hein, Trentin au départ. Du côté de cette formation, c'est même le seul qui marque des points au niveau UCI. Parce que Juan David Sierra, c'est un jeune coureur italien qui n'a que 19 ans. Hein. Donc c'est sûr que c'était pas forcément évident pour lui, vu qu'il est dans l'équipe réserve de la Tudor pour le moment. Et puis je termine avec la Bingoal. Compliqué la Bingoal, hein. Aucun coureur qui ne marque de points UCI. Hein. Le meilleur coureur, c'est Jan Renders, 71e. C'est une équipe qui n'a même pas été dans l'échappée cette année, parce que c'est vrai que par rapport à CIC, par exemple, qui est dans l'échappée, qui permet de montrer le maillot, ils sont même pas là. Et puis ils ont été inexistants dans cette course. Il y a même un coureur qui a fini hors délai, Hugo Wertz. Et c'est là où on voit toute la difficulté actuellement de la deuxième division. La Bingoal qui certes va récupérer un co-sponsor l'année prochaine avec l'équipe Bazin. Comment va s'appeler l'équipe l'année prochaine? Ce sera toujours Bingoal WB, mais normalement elle doit de la Wagner, elle doit récupérer des sponsors de la Wagner. Les deux équipes doivent fusionner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit cette structure, on se dit c'est compliqué pour cette formation d'aller réussir à marquer des points au niveau World Tour. C'est une équipe qui doit être quasiment au-delà de la 30e place au niveau classement par équipe UCI. Seulement 2 victoires cette année, une sur le ZLM Tour, une sur le Tour of Kingay Lake. Mais actuellement, pour l'équipe de Christophe Brandt, réussir à avoir des résultats, ça devient difficile pour une équipe qui n'a pas un gros budget. Bingo, c'est peut-être 5 millions, 6 millions d'euros. Et c'est là où on voit tout le problème de la deuxième division, comme le problème du World Tour. Certains se plaignent par exemple de la domination de Pogacar. Pogacar dominerait peut-être moins s'il était dans une plus petite équipe qui avait moins d'argent. Il est aussi dans une équipe qui a un budget qui est le double de la plupart des équipes du World Tour. Ça aide quand même. Peut-être que si UAE n'avait un budget que de 25 millions d'euros, la domination de Pogacar serait peut-être beaucoup moindre au niveau du calendrier. Le fait qu'actuellement, il y a un vrai problème avec les budgets. Bingoal, actuellement, comme beaucoup d'équipes en deuxième division, ne peuvent pas rivaliser avec la Tudor, avec U36.5, avec la Total, avec Uno X, avec Israël, avec la Lotto. C'est pas du tout le même monde. Il va falloir vraiment imposer des budgets capés à l'avenir. On en reparlera peut-être dans une vidéo lors de cette fin de saison, mais pour moi, quand on voit par exemple du côté de la Formule 1 cette année, alors j'ai pas trop suivi la saison, j'ai pas regardé beaucoup de courses, mais quand vous voyez ce qui arrive à faire McLaren, ce qui arrive à faire Williams, alors que c'était des équipes qui étaient loin en termes de niveau de performance, c'est le budget capé. Depuis 3 ans, on commence à en voir les effets actuellement pour ces équipes-là. Moi, je pense que si on veut éviter d'avoir des dominations qui emmerdent une partie du public, même une grande partie du public, bah, ça peut être une possibilité. Les budgets capés. Parce qu'on avait parlé d'une vidéo sur le dopage. J'avais dit tout ce côté zone grise. Mais aujourd'hui, UAE peut travailler sur cette zone grise parce qu'ils ont plus de moyens que les autres. Visma, pareil, parce qu'ils ont plus de moyens que les autres. Intermarché, ils ne vont pas mettre de l'argent sur des recherches scientifiques, alors qu'ils ont déjà du mal à boucler leur budget pour accéder à toutes les courses du World Tour. Ben voilà. Donc moi, je pense qu'on doit vraiment régler ce problème de budget. Moi, je pense qu'on doit mettre un budget capé entre 25 et 30 millions d'euros. Le cycliste ne peut pas se permettre d'avoir des équipes avec des budgets à 60 millions d'euros. On ne peut pas se permettre. Là, c'est une course à l'armement. Il va y avoir des gros dégâts. Parce que les revenus n'ont pas triplé, n'ont pas quadruplé dans le même temps. Il y a peu de sponsors qui sont capables de mettre 60 millions d'euros à perte par an. 60 millions d'euros à perte par an. Tu sais que Ineos, par exemple Sky, ça doit être 600 millions, peut-être, d'euros qu'ils ont dépensés en 10 ans. À perte. À perte.
Quasiment. Ils ont dû, dans le même temps, ils ont dû récolter 10 millions d'euros, peut-être 15. Il y a un vrai problème. Donc il va falloir vraiment améliorer ça. Parce que sinon, on va vraiment droit dans le mur. Il n'y aura plus que des grosses entreprises qui pourront sponsoriser le cyclisme. Et ces grosses entreprises-là, bah, elles iront peut-être plutôt sponsoriser le foot. Et sinon, ça sera peut-être de l'argent que pas toujours blanc comme neige, qui n'est pas toujours vertueux. Et, bon, le cyclisme qui veut devenir un sport plus écolo, il faut peut-être aussi avoir des sponsors plus écolos pour bien montrer que c'est un sport vert. Pour cela, il faut peut-être aussi avoir des budgets plus restreints du côté des équipes. Et je trouve notamment en deuxième division, c'est là où il y a les plus grosses différences. Vous avez des équipes comme Uno X qui sont, je pense, à 15 millions d'euros. Et des équipes comme là où c'est 5. C'est 1 pour 3. C'est énorme. Donc c'est terrible en deuxième division. Les écarts de budget. Et encore, Bingo n'est peut-être pas l'équipe avec le plus petit budget. Donc, et 5 millions, je fais peut-être une mauvaise estimation. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. C'est normal que des équipes un petit peu plus de mal. Après, quand même, Bingo ne fait pas une grande année. Ça fait depuis plusieurs années que c'est compliqué. Mais c'est compliqué aussi en termes de résultats. Là, c'est sûr que sur ce Paris Tour-là, CIC, qui n'a pas le même budget non plus, arrive quand même à s'en sortir, à être visible. Saint-Michel aussi a été présent avec des coureurs dans le final. Bon, Bingo, eux, ont été absents sur cette épreuve. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!